la façon qu'on pourrait, par exemple, je prends l'exemple de l'avion, hein, changer les frais de mon voyage facilement. J'ai pris mon billet d'avion, mais je me rends compte que le samedi, il y a une contrainte familiale qui va faire que je ne peux pas voyager, je vais aller changer mon billet d'avion, etc. Le confort, c'est dans l'avion. Comment ça se comporte? Est-ce que je prends une classe éco, et je prends business ou bien la première classe, et puis le prix? Alors, lorsqu'on nous a parlé de ce thème, on a essayé d'appeler des agents de voyage, des personnes des compagnies aériennes, pour demander plus ou moins quelles sont les habitudes de l'usager. Alors, ils nous ont répondu que le prix est déterminant, mais de plus en plus, le confort joue beaucoup. Voilà. C'est vrai, la flexibilité viendra en troisième partie. Le confort joue beaucoup parce que maintenant, un peu plus, le client est sélectif. Parce que comme le président a dit, beaucoup ont voyagé. Beaucoup voyagé. Donc, que ce soit en interne comme en externe, le confort commence à prendre un peu plus d'ampleur. Voilà, parce que les gens connaissent maintenant les pratiques hôtelières, connaissent aussi, ils sont exigeants en matière de restauration. Donc, au niveau du confort, on se rend compte que ce n'est pas que le prix. Voilà. Le confort implique aussi une notion de sécurité. Il y a le confort, sûrement que l'opérateur prend un peu plus conscience du fait que je sois en sécurité en tant que client. Voilà. Donc, moi je dirais le prix, mais je mettrais moitié confort. Le confort aussi. Donc prix, confort, prix et confort. Prix et confort. Prix et confort et flexibilité après. Voilà. Merci beaucoup Madame Fongamon. Monsieur Marius Komwe, qu'est-ce que vous pensez? Prix, confort, flexibilité, les Ivoiriens penchent pourquoi finalement? La flexibilité s'impose déjà sur le marché du transport. Vous avez la flexibilité, je vous l'ai dit, c'est justement ce modèle de système de transport qui donne le choix à l'usager des transports terrestres de choisir par exemple de voyager en car, de choisir de voyager en train, de choisir de voyager en avion. De l'autre côté, aujourd'hui, ce que l'Ivoirien recherche, c'est deux choses, et elle a totalement raison. Le prix, mais également le confort, parce que ça va avec. Quand on met le prix, quand on met son argent, on s'attend donc à un service de qualité. Et je crois qu'avec l'évolution du temps, et au regard des technologies de l'information qui aujourd'hui permettent aux populations de se rendre compte de ce qui se passe ailleurs, eh bien, il faut s'attendre aujourd'hui à ce que les Ivoiriens exigent que les systèmes de transport dans tous ces compartiments soient leur offre la conformité, leur offre tout ce qui va avec le confort. C'est vrai que le prix, on le disait tantôt, nous payons assez. On parle aujourd'hui en Côte d'Ivoire de croissance, d'une croissance de la fiscalité qui détermine donc un paiement évident beaucoup plus des populations, des taxes et de leurs impôts. S'il y a une croissance de la pression fiscale, s'il y a une croissance de la fiscalité, cela veut dire que nous payons beaucoup. Et si nous payons beaucoup, l'État doit, à travers le ministère en charge de mettre en œuvre sa politique de transport, veiller à ce que les Ivoiriens disposent de moyens de transport qui leur permettent de faire le tour de leur pays, d'abord. Et c'est en cela que nous saluons donc l'aventure de Air Côte d'Ivoire, qui permet aujourd'hui à des Ivoiriens d'aller au nord par avion, d'aller au centre par avion, et nous espérons qu'ils iront donc à l'est également, je crois, à Bengourou par avion, et pourquoi pas à Bandoukou, et j'en passe. Aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Il ne faut pas causer justement ce tort à l'ensemble des Ivoiriens. Un groupe d'Ivoiriens qui ont permis la création de Air Côte d'Ivoire à travers les taxes et les impôts perçoivent ou reçoivent cette compagnie dans leur région, quand d'autres régions n'en reçoivent pas. C'est pas normal. Donc c'est une injustice qui sera certainement réparée après ce panel. J'en doute très fort. Demain, on va pas être trop long, si l'État doit également être regardant,
eh bien l'État doit veiller à ce que, en se désengageant du système de transport et en l'offrant aux particuliers, l'État veille à ce que justement ces particuliers ne fassent pas tout et n'importe quoi au détriment de ces populations. Et ça c'est crucial. Le rôle de l'État, c'est d'être un régulateur. Or, que constatons-nous? On régule un secteur dans l'intérêt des populations et les populations elles-mêmes, au travers de la gestion moderne d'un État, se sont constituées en organisation pour veiller sur les intérêts, mais ces organisations ne sont pas associées à la sphère des décisions. On crée des instances de régulation dans le système du transport. Vous avez le Haut Conseil des transports, les usagers ne sont pas représentés. Donc on régule pour qui? Bon, je pense que ça c'est un plaidoyer que vous faites. Tant que on ne donnera pas la parole, parce qu'une fois, M. Gorebi est dans le système du transport, c'est pas aujourd'hui, c'est un sachant. Et il sait lui aussi combien d'années je suis avec eux dans cette affaire. Il faut que les gouvernants comprennent que le combat que nous menons, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la tête de tel ou de tel. Sur tous les régimes, nous avons que le même discours. Nous n'avons pas changé d'un iota. Et après ce régime, nous continuerons d'avoir le même discours. Lorsqu'on est membre de l'administration publique, on est le bras séculier, le bras exécutant de l'État. La politique de l'État, c'est conçu par les gouvernants, et ceux qui les mettent en œuvre, c'est bien l'administration publique. Ce n'est pas les populations, ce n'est pas les usagers. Nous, on nous demande de payer. Payer, taxes et impôts, pour que nous puissions faire ce que vous attendez de nous. Mais quand on paye, il faut bien qu'on attende les résultats. Donc ça, c'est votre mot de fin. Merci beaucoup, M. Marius Komoué. M. Gorebi, Jules, vous allez être bref. Bon, M. Komoué, on retient prix et confort et la flexibilité s'impose, du coup, voilà. Parfait. Monsieur Jules Gorebi, allez-y. Bon, pour moi, tous ces facteurs sont importants. Tout à fait. Tous ces facteurs se combinent. Parce que la flexibilité, on le dit, c'est l'adaptation de l'offre à la demande. Et nos amis Baka, je prends l'exemple que vous comprenez. Le matin, quand la demande est forte, ils vous prennent vos dépôts tout près. Le soir, vous les voyez passer vite parce qu'ils veulent aller chercher le compte à plus de clients. Ça, c'est la flexibilité. Souvent, nous voyons un bus, on attend, le bus passe vite devant nous. Il n'adapte même pas son service à la demande, à l'instant où on est. On dit son système n'est pas flexible, un transport n'est pas flexible. Le transport doit s'adapter à la demande. Lorsque le besoin est là, moi j'apprécie beaucoup nos transporteurs artisanaux. Lorsqu'il y a beaucoup de clients, ils font demi-tour, ils viennent vous prendre, ça vous dépose. Ça, c'est une flexibilité. Deuxièmement, surtout en matière de transport de marchandises, on a resté beaucoup sur le transport de personnes voyageurs. Lorsque vous prenez, vous faites venir vos bagages de Yamsoko, que vous voulez décoller chez vous à Koumansi. Si vous venez avec un car d'une compagnie, il va laisser votre bagage à Djamé, le Boucon, quelque part, sans aller chez vous à la maison. Alors que le véhicule, le camion, le car, comparé au train, vous pouvez voir le chauffeur, il va aller déposer votre bagage à la maison. Si vous remarquez bien, nos amis qui ont les conteneurs, les commerçants, ils arrivent à faire partie leurs conteneurs devant leurs magasins. Ça fait partie des points de flexibilité qui est une qualité du transport routier. Le transport routier a cette force-là, gagne plus de temps. Pour ceux qui sont de Korogo, il y a 20 ans, il y avait des taxis à Korogo. Et les taximens. Et vous allez conclure par là. Les taximens de Korogo, ils avaient des lignes entre les quartiers. Quand il y a eu la crise, les motos-taxis sont venus. Les motos-taxis prennent les gens maintenant, il n'y a pas de ligne, ils vont te dévoler devant ta porte. Flexibilité. Dès qu'ils n'ont pas la dévoler les gens devant les portes, les gens ne veulent plus voir les taxis. Ils ne veulent plus voir les taxis. Parce que le taxi te prenait, il te dépose, que le reste tu fais à pied avec un bagage sur la tête. Et en appliquant la politique de flexibilité, les motos-taxis les ont éliminés par la concurrence, les ont éliminés sur ce segment-là. En termes des choix de
notre thème qui est là, tous ces facteurs, flexibilité, confort, prix, sécurité, rapidité, et puis ponctualité. Quand vous allez au travail, quelqu'un qui a la flexibilité, la confort, le prix est bon, et puis il ne vient pas. Vous êtes arrêté, il n'y a pas de véhicule. On fait quoi? Donc, il y a plusieurs facteurs qui se combinent et l'usager que nous sommes tous, on choisit en fonction de nos besoins. Merci. C'est clair, donc tout est important. Il n'a pas voulu faire un choix, on veut faire un choix, donc tout est important, on retiendra ça. Merci à nos panélistes, merci d'avoir suivi ce panel. Ce n'est pas terminé, si vous avez des questions, une ou deux questions, on les prend, ils répondent rapidement. Et voilà, au premier rang, le micro s'il vous plaît. On va prendre deux questions. Après, voilà, une question ici et une question derrière, et voilà, c'est ça. Ok, allez, merci bien. Moi, c'est M. Dramé Adamant de l'OFT. Je voudrais poser une question à M. Maurice, comme le président Maurice, mais bien avant cela, lui dit que c'est bien intéressant quand même de porter les critiques qu'il a fait tout à l'heure vis-à-vis de la gestion de nos dirigeants en ce qui concerne peut-être le secteur du transport. Mais j'espère là que d'ici la fin de l'émission, il y aura quand même le courage de reconnaître quand même tout ce qui est fait en termes d'infrastructure également. Mais là, c'est une question de gauche et droite. On va en parler après. Maintenant, ma question pour le président Maurice, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le rapport qualité est une réalité une fois de fois? Le rapport qualité-prix, parce que ça rentre quand même bien dans le thème qui nous est proposé, confort, prix. Le rapport qualité-prix, est-ce que c'est une réalité? En d'autres termes, est-ce que les infrastructures aujourd'hui sont de qualité de telle sorte que de plus en plus le transport devient de plus en plus confortable? Et lorsque c'est confortable, forcément ça a un prix. Voilà. Merci. Monsieur Marusco Moye, vous allez en même temps répondre. Merci beaucoup. Merci mon cher ami et cher frère. Soyez rassurés, on se tient très loin de certaines comparaisons pour d'autres politiques. Sous tel régime c'était ceci ou sous tel autre c'était comme ça. Nous on ne voit pas la vie comme ça. Écoutez monsieur, les infrastructures dont vous parlez, c'est avec mes taxes et mes impôts. Ce n'est pas l'argent des dirigeants qu'on construit ça. Vous avez compris? C'est à la sueur de mon front. On vient me presser mon porte-monnaie, on vient presser ma poche, on presse la poche de ma compagne, de vos compagnes, de nos amis, des fonctionnaires, des travailleurs du secteur privé. L'État n'a pas de champs de café ni de cacao. L'État n'a pas de villas pour encaisser les rapports locatifs et venir construire ces infrastructures. C'est dans nos poches qu'ils viennent chercher l'argent. Vous avez compris? Le président de la République, pour vous dire vrai, il ne paye pas de carburant. Il ne paye pas de maison, il ne paye pas d'électricité, il ne paye pas d'eau. Mais moi je paye l'eau, je paye l'électricité. Et puis lui qui ne paye pas, il me fixe le prix. Tu trouves ça normal? Lui il ne paye pas maison, il ne paye pas courant, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas carburant, mais lui il me fixe le prix. Mais pourquoi je fais tout ça pour lui? Lui et son gouvernement et les membres des institutions. En plus, non satisfait de presser ma poche, quand ils finissent leur fonction, ils s'en vont même, après avoir fini d'exercer le pouvoir d'État, je dois continuer de les entretenir avec des rentes viagères. Tu trouves ça normal? Et pourtant, c'est eux qui ont le plus gros salaire. Au moment où ils sont en fonction, ils ont les plus gros salaires. Mais même quand ils finissent leur travail, madame va finir de travailler, monsieur va finir de travailler en tant que fonctionnaire, quand ils s'en vont, ils n'ont pas de rentes viagères. Pourquoi? Des gens qui ont eu le plus gros salaire avec des budgets de souveraineté, au moment où ils s'en vont, chiffrés d'ailleurs des centaines de milliards, on doit encore leur donner de l'argent chaque mois comme un babo, comme un haricot, mais Dieu fait à son nom. Et certainement comme un Ouattara demain. Tu trouves ça normal? Je te pose une question, tu trouves ça normal? Bien, c'est ça la réflexion. Nous sommes une nouvelle génération de leaders politiques. Il faut arrêter de presser le peuple pour son bonheur personnel. Et puis ils roulent carrosse, ils sont heureux. Mais nous vivons malheureux. Ça s'en fout. Ce que j'ai dit, c'est la réalité de la vie. Mais nous continuons de les entretenir, de mettre tout ça à leur disposition. En retour, qu'est-ce qu'on attend à ton avis? Qu'ils fassent leur bonheur, que la vie soit moins coûteuse pour moi, que mes enfants puissent bien aller à l'école, que je puisse avoir des loyers à moindre coût pour celui qui ne peut pas se construire une maison, que je puisse me soigner décemment et qu'arrivant à l'hôpital, on ne me corrige pas comme
D'accord? Si on a compris ça, je reviens pour vous dire tout simplement qu'en matière de transport, les infrastructures, contrairement au passé, puisque c'est ce que vous attendez, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Après, au fond, personne n'a fait ce que le régime l'a fait. Oui, il faut le dire de façon claire et distincte. À ton avis, tu as vu qui a fait ça aussi dans ce pays? Mais après ça, au prix de quel sacrifice? On dirait que tu ne te souviens pas, ou bien toi tu ne payes pas ta chaîne. Oui, ils ont fait tout ça, c'est bien, mais au prix de quel sacrifice de nos poches et de nos porte-monnaies? Si on a compris ça, on dit non, ils doivent continuer, parce qu'ils se sont désengagés du système du transport. Aujourd'hui, la Sotra, par exemple, pour ne pas la citer, qui est la société d'État qui transporte les Ivoiriens, est à Abidjan, est à Bouaké, est à Yamoussoukro, mais il faut bien que la Sotra couvre tout le pays, parce que c'est tous les Ivoiriens qui la font vivre. On est bien d'accord? C'est ça que nous prêchons comme information. Et bien évidemment, au niveau du transport terrestre, il faut faire en sorte que l'État qui n'a pas de car pour allier un point X, par exemple, une ville de la Côte d'Ivoire à une autre, puisque l'État n'est pas dans la compagnie des transports, mais l'État a cédé ce secteur, ce pan essentiel de l'activité du transport à des particuliers, mais l'État doit veiller à ce que cela ne fasse pas tout et n'importe quoi, comme il a précisé tout à l'heure, qu'on me prenne à Benjerville, qu'on me descende à Barrage ou qu'on me descende à l'école de police, en lieu et place du contrat signé au début, au moment où je montais dans le Baka, j'ai dit je partais à Djamé. Mais il arrive à l'école de police, il dit non, à lui, il ne va plus à Djamé. Et si tu ne fais pas attention, il va te rouer le cou. Tes frères font ça, tu trouves ça normal? Non, ça va, on va s'arrêter sur ce mot. Voilà donc, chers frères, c'est ce combat-là nous menons, parce que les Ivoiriens, à leurs heures de descente, aux heures de pointe, regardez combien de fois ils souffrent pour rentrer chez eux. Il y en a qui arrivent chez eux avec 3 heures, à minuit moins, surtout aux heures de pointe. C'est scandaleux. Et puis le lendemain matin, ils doivent porter présent au travail, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans l'administration privée. Nous nous battons pour tout ce monde-là, qu'ils soient fonctionnaires ou pas, parce que nous voyons que les centrales syndicales qui ont en charge la défense de leurs droits et la protection de leurs intérêts ont démissionné. Merci, M. Marie Pété. C'est une brillante intervention. On va prendre la dernière question et on mettra fin à ce panel. On n'a même pas envie de finir. Je ne sais pas si vous êtes tellement brillant. Allez-y pour la dernière question. Moi, parce que c'est l'État. Moi, je suis très respectueux de l'État et des personnalités qui incarnent le pouvoir d'État. Je suis respectueux du président de la République. Je suis respectueux du Premier ministre et des membres de son gouvernement. Mais lorsque je prends mon avis de président de consommateurs, ils sont des consommateurs et ils ont en charge, ils sont des gouvernants et ils ont en charge de faire le bonheur du consommateur au nom duquel je me bats, au nom desquels nous créons des associations, au nom desquels nous parlons et nous continuons de poser les problèmes des Ivoiriens. Donc quand on est président de consommateurs, c'est ça parti pris. On pose les problèmes de l'Ivoirien, qu'il soit du nord, de l'est, qu'il soit membre même ou militant du parti. Parce que le combat, quand on diminue le rythme après une victoire des consommateurs, ça n'arrête pas. Et bien voilà, donc battons-nous ensemble au lieu d'être sur les réseaux pour dire non, on dirait lui là, il rejoint Diam, ou bien lui là, on dirait il est pro-Paco. Non, on se bat pour que nous tous nous soyons heureux. C'est clair, le bonheur des Ivoiriens ne se négocie pas. Voilà. La dernière question, on y va? Ok, merci beaucoup à nos différents panélistes. Je me présente rapidement, je suis M. Kwaku Dalien. Je suis étudiant à l'université de Kofosi et j'ai une question sur le tourisme. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit que vos cibles sont principalement d'abord les étudiants. J'aimerais savoir s'il y avait des campagnes qui étaient menées pour que nous, étudiants, nous ayons de plus amples informations sur le tourisme en Côte d'Ivoire et si les cours étaient abordables pour nous en tant qu'étudiants. Pas seulement que ça, mais est-ce qu'il y a, je ne sais pas comment dire ça, est-ce qu'il y a est-ce que nous avons la capacité de pouvoir travailler avec l'agence du tourisme, impliquer en fait les étudiants dans le tourisme ivoirien? Ça c'est ma première question. Je vais finir rapidement avec ma deuxième question. Ma deuxième question c'est sur le thème.
principalement sur le prix du transport. Qu'est-ce qui est fait pour lutter contre le racket? Et le racket agit beaucoup sur la flexibilité. Récemment, j'ai acheté un petit frigo à 13 jours et je devais envoyer le frigo à Bobo. C'était vraiment difficile d'avoir un taxi parce que le taximètre, à chaque taxi que je prenais, que je devais prendre, me disait que c'est de l'or, c'est comme si c'est de la drogue que tu as mis dans mon taxi et à chaque arrêt, lorsqu'on va croiser un policier, c'est toi qui vas payer. Est-ce que si tu es d'accord, je vais prendre ton frigo? C'était la première condition. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour pouvoir nous aider, nous qui n'avons pas de grands moyens, nous les consommateurs, sur le point du racket? Merci beaucoup. Donc, Madame Ngama, vous avez 2 minutes. 1 minute pour le premier volet de sa question et 1 minute pour le deuxième volet. Donc, pour le premier volet. J'avoue que le second volet, franchement, c'est pas de mon ressort, mais je vais commencer par le premier. Oui, je pense que M. Goré va répondre à la question du racket. Oui, M. Goré. Voilà. Il a parlé du tourisme, il a parlé des jeunes, de la jeunesse. Alors, nous ambitionnons de créer des clubs de tourisme dans les écoles, les écoles des étudiants. Nous avons commencé ce processus qui n'est pas achevé. On se dit que si les élèves et les étudiants entendent parler du tourisme très tôt, demain ils seront les consommateurs. Ils sont les consommateurs de demain. Mais comme ce n'est pas dans la culture, à la base, le voyage, peut-être, on a l'habitude d'aller se déplacer, par aller dans nos régions d'origine. Mais pour faire le tourisme, ce n'est pas dans nos habitudes. Donc on va inculquer cette notion-là très tôt aux jeunes, aux élèves et étudiants. D'où la création de ces clubs de tourisme. Vous avez parlé du prix. Quelles sont les stratégies mises en place pour faire en sorte que le prix soit abordable? C'est ça, non? Voilà. Vous avez souhaité en tant qu'étudiant faire du tourisme. Le tourisme est un coût. Ça, on ne va pas vous le mentir, le tourisme est un coût. La chambre d'hôtel, les prix, du s'affiche et tout ça, ce n'est pas vraiment de votre bourse en tant qu'étudiant. Donc, ce que vous faites, vous constituez en association et faites des excursions. C'est ce qu'on a constaté sur le terrain. Bon, moi, je vais vous encourager dans les excursions. Pour le tourisme de masse, on n'a pas encore vraiment développé des produits, mais on se rend compte qu'il faut que les prix soient quand même abordables pour que même les étudiants puissent faire du tourisme. Ça, on va dire que c'est un des besoins que vous avez manifesté lorsqu'on a rencontré les étudiants. Ils en ont parlé aux autorités de Côte d'Ivoire Tourisme par rapport au prix. Et donc, je pense qu'on va commencer à faire mettre en place un certain nombre de stratégies auprès des opérateurs du secteur pour voir dans quelle mesure vous, en tant qu'étudiants, vous puissiez consommer le produit aussi. Pour que demain, quand vous serez des travailleurs avertis, vous allez pouvoir maintenant aller visiter les sites touristiques sans difficulté. Que je peux dire. Merci Madame Ngama. M. Gorebi est très à l'aise à l'idée de parler de raquettes parce que cela fait partie des attributions de l'Observatoire de la fluidité des transports. Donc, M. Gorebi, vous avez 1 minute. 1 minute. Oui, c'est peu, mais allez-y, on va y arriver. Bon. Je vais rassurer celui qui a posé la question pour dire que l'OFT a pour objectif de lutter contre la cherté de la vie. Et pour lutter contre la cherté de la vie, on lutte pour que le niveau le prix du transport baisse. Et dans le prix du transport, il y a ce que tu appelles le racket, que nous appelons les perceptions illicites. Si vous quittez Abidjan, Yamoussoukro, vous allez voir un certain nombre de forces commises au contrôle qui se trouvent sur la route. Ça s'appelle les forces de l'ordre, ça s'appelle les syndicats, ça s'appelle les transporteurs eux-mêmes qui sont sur la route. Mais quand ils prennent de l'argent à un transporteur, le transporteur il va imputer sur le coût du transport. Ça augmente le prix. Donc l'OFT, notre méthode, on a sectionné le pays en 4 grandes régions où nous allons pour collecter les données sur le nombre de barrages dans chaque région. Donc, on fait une note de politique qu'on adresse au préfet de la région pour lui dire, dans ta région, on a constaté une prolifération des barrages. Et on lui donne le taux de perception, c'est-à-dire
tout ce qui prennent aux gens, c'est-à-dire un transporteur qui quitte Abidjan jusqu'à Yamoussoukro par la côtière, c'est qu'on lui a prélevé, nous avons un centre d'appel. Donc on fait de l'assistance aux transporteurs comme aux usagers. Vous avez oublié d'appeler pour nous dire, je viens de me faire racketter à tel endroit. Et si mes collègues sont là, ils vont vous donner les numéros. Et nous, on s'appuie sur ça pour écrire au commandement des forces qui sont impliquées dans le racket. C'est comme ça que nous avons réussi à réduire le nombre de barrages sur certains corridors. Si vous voyez qu'autour d'Abidjan, il n'y a plus de barrages. En allant à Jesco, même quand vous quittez Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, il n'y a pas de barrage officiel. Il faut prendre la route de Gaïwa pour voir la première fois quelqu'un qui vous arrête pour vous fouiller. Tout le reste, c'est des points de raquettes. Si vous prenez le corridor Abidjan-Noé qui va à Lagos, Gonzague, il y avait un corridor, le corridor de Gonzague n'existe plus, parce qu'on l'a fait enlever. Nous, on appelle ça démanteler un barrage. On a démantelé le barrage de Gonzague. De Gonzague jusqu'à Bassam Yardé, jusqu'à Boisseau, vous allez trouver, à Boisseau, vous ne trouverez pas les barrages, mais vous allez trouver des policiers en observation. Ils sont dans la ville, ils sont en observation. Le seul barrage officiel que vous allez trouver, c'est le barrage frontalier de Noé. Pourquoi on a fait ça? On avait pris 17 barrages. Si chacun prend 1000 francs au transporteur, ça lui fait 17 000. 17 000, il va partager à ses voyageurs. Donc si vous devez payer 1000 francs pour aller à Boisseau, ça va devenir 1500. Alors, c'est que vous avez été victime d'un abus. Il faut se citer à ces différents numéros. Il faut donner leur. On a beaucoup lutté. Le ministère des Transports et l'Observatoire de la fluidité des Transports a permis aujourd'hui, vous voyez les caméras dans la ville. Les caméras sont dans la ville parce qu'on a fait dématérialiser le contrôle. Aujourd'hui, quand la caméra vous prend, la caméra va pas vous prendre de l'argent. On vous envoie une notification. Vous pouvez contester. Vous dites c'est pas moi, c'est pas juste, je n'étais pas là-bas, mais vous avez des recours. Mais avant, quand c'était un individu, il fabrique des prétextes pour vous prendre de l'argent. Donc il faut te rassurer, l'État ne laisse pas les citoyens dans la souffrance. On a des procédures pour punir les agents indélicats. Au départ, quand on a commencé l'opération, on n'avait pas de nom sur les poitrines. Les noms que vous voyez, les bandes patrimoniales que vous voyez sur les forces de l'ordre, c'est à la demande de l'OFT. Parce que quand on disait que celui-là a raquetté, leur commandement, donne-moi son nom. Donnez-moi son nom. Mais on n'a pas les noms. Bon, si vous voulez qu'on donne les noms, écrivez les noms de vos agents sur votre poitrine. Donc moi, quand je suis en train de passer, en tant que directeur technique, je vois policier, gendarme, quoi. Et puis il n'a pas son nom, il dit tu es en mode raquette. C'est-à-dire quand il est en mode raquette, il enlève. Comme ça, on ne sait pas qui c'est. Il faut remettre ton nom. Donc si vous le voyez, vous prenez son nom, et puis on va appeler le commissaire ou le commandant des brigades de sa zone pour lui dire, le monsieur qui s'appelle comme ça, il a raquetté telle personne à tel endroit. Il faut savoir que ça chauffe. Merci beaucoup à vous. Et c'est sur cette intervention qu'on va mettre fin à ce panel.